Alors, mes chers amis, camarades, je vous fais une petite rétrospective 2025 quand même, parce que... Ah, mais t'as vraiment préparé quelque chose? Oui, j'ai vraiment préparé quelque chose. Ouais. Voilà. Très bien. Donc 2025 aura laissé l'impression d'un pays en apesanteur politique, pris entre la nécessité d'un redressement des comptes publics et l'impossibilité de dégager une majorité cohérente pour y parvenir. La séquence la plus frappante fut l'échec d'adoption du budget de l'État pour 2026 avant la fin de l'année. Vous êtes au courant que, faute d'accord, il y a eu une loi qui a permis, une loi spéciale qui a permis de reconduire provisoirement le cadre de 2025 et d'assurer la continuité financière de l'État avec la promesse d'ultime négociation en janvier. On pourra faire les paris ce soir, si vous voulez, que ça n'aboutira pas. Bon, cette situation inédite, c'est ma position à moi, mais peut-être parler d'autre chose, peut-être rigolo. Cette situation inédite par sa durée s'inscrit dans la crise ouverte par les chutes successives de gouvernement depuis fin 2024 et en septembre 2025, l'éviction de François Bayrou après un vote de confiance perdu sur son plan d'austérité. Épisode qui a de facto laissé un exécutif en sursis et révélé la fragmentation durable du paysage parlementaire. Nommé en septembre, Sébastien Lecornu a promis de ne pas recourir au 49.3. Du coup, il est quand même emmerdé avec sa promesse, je ne sais pas si vous avez noté. Pariant sur un compromis avec des oppositions devenues indispensables. Pari tout à la fois politique et tactique, dans un contexte où chaque concession se paie en cohérence et en temps. On a vu en miroir une valse de lignes au sein des différents groupes de l'Assemblée. La rupture publique de Bruno Retailleau avec l'héritage macroniste, le rapprochement de la droite et de l'extrême droite, les trahisons du Parti Socialiste par rapport au NFP, pour ne citer que celle-ci. Les prises de position tonitruantes des uns et des autres illustrent la médiocrité des représentants politiques de notre société et l'inconsistance, voire la dangerosité de l'alternative politique que ces personnages pourraient proposer, aussi bien à gauche qu'à droite. Qui profite réellement de ce chaos? La réponse est simple, notre méprisant de la République, Emmanuel Macron, qui a toujours su tirer son épingle du jeu, mis en orbite par le PS, soutenu par le centre, encouragé par la droite, et depuis sauvé tour à tour par le RN, par la droite, par les socialistes, selon les circonstances et les intérêts du moment. Ne nous y trompons pas, l'échiquier politique français... Vas-y, rentre. Bonsoir. L'échiquier politique français en 2025 n'a rien à voir avec l'image qu'il veut donner. Je dirais que l'Assemblée est plus girondine que montagnarde, mais ça dépend de l'époque après. Sur le plan social, le budget de la sécurité sociale 2026 a été adopté en décembre, après des concessions du gouvernement et un compromis obtenu sans recours au 49.3. Derrière l'équilibre affiché se cache un déficit persistant et des mesures de rigueur qui pèseront lourdement. Pression accrue sur le budget de l'hôpital, restriction de certaines prises en charge, suspension de la réforme des retraites qui ne concerne qu'une minorité, c'est 10% des actifs, autant de décisions jugées très austères par des soignants et une partie des assurés, mais surtout des mesures qui ne sont qu'un palliatif. Aucune stratégie n'est prévue pour redresser ou relancer notre système social. En réalité, les députés ont voté des soins palliatifs pour une sécurité sociale moribonde, avant d'envisager son euthanasie dans les années à venir. Dans le quotidien des ménages, 2025 a vu le passage de la TVA sur l'électricité porté à 20% sur l'ensemble de la facture. Une réforme fiscale d'harmonisation. Ça tombe bien parce que, alors, on ne s'est pas concerté, hein, mais l'énergie arrive au moment où je parle de la hausse de la TVA à 20%. Quoi, TVA à 20% sur l'électricité? On parle de nous. Donc voilà. Donc je vous disais, voilà, la hausse de la TVA de 20% sur la facture, sur l'ensemble de la facture, hein, pas sur l'électricité, sur l'ensemble de la facture. Alors, c'est pas l'énergie ce que c'est. J'ai dit après, c'est la paix. Donc, c'est une mesure qui va toucher l'ensemble des foyers, hein, parce que malgré que la Commission européenne ait eu la volonté de faire une réforme fiscale qui va permettre de baisser l'accise et le TURP sur les factures d'électricité, bon, ça ne va pas sauver la hausse de la TVA à 20%. Hein.
En toile de fond, la précarité énergétique reste un enjeu massif, avec plus de 13 millions de précaires énergétiques. La situation ne devrait pas s'arranger. Après 20 ans de bras de fer, Paris et Bruxelles ont scellé un compromis sur les barrages hydroélectriques, évitant une mise en concurrence frontale sur les concessions. Les libéraux ont trouvé le compromis idéal avec la solution des autorisations, qui consiste en un transfert de propriété de l'État vers les opérateurs anciennement concessionnaires. On est bien sur une spoliation du bien public, pure et simple, une solution montée de toutes pièces par notre banquier national, qui avait organisé le rachat de l'intégralité des actions d'EDF par l'État, sans pour autant revenir au service public, ça aurait été trop facile, dans le but de rendre ce transfert de propriété plus acceptable. Et oui, quand on va dire aux gens, mais attendez, on transfère du bien, du patrimoine public à un patrimoine privé, on va nous dire, ben oui, mais EDF, ça appartient à l'État. Non, pas exactement. Dans le même registre, citons la commission d'enquête sénatoriale, qui a mis en lumière le scandale des 211 millions d'euros d'aide publique versées aux entreprises sans contrôle ni contrepartie. Milliards, j'ai dit quoi? Millions, un milliard, oui, milliard. Ah oui. Il y a des zéros en plus, il y en a 3 moins. À cela, quand même, s'ajoutent 100 milliards d'euros d'évasion fiscale, environ, c'est 90 et des bananes. Des multinationales détenues par des milliardaires qui prospèrent sur le dos de la nation et des salariés, tout en licenciant ou en délocalisant, sans scrupule, tandis que nos TPE et PME croulent sous les charges. Et cotisations. Notons que Michelin a restitué 4,3 millions d'euros à l'État, par souci de responsabilité, après la fermeture d'un site subventionné. Sur le terrain de l'état de droit 2025 a été marqué par des décisions judiciaires majeures, qui rappellent que nul n'est au-dessus des lois. La condamnation de Marine Le Pen et du Rassemblement national dans l'affaire des assistants parlementaires européens, c'est une illustration. 5 ans d'inéligibilité, amende et sanctions complémentaires pour des faits avérés de détournement de fonds publics. Cette décision parfaitement légitime a réaffirmé la primauté de la justice face aux dérives et a contraint le parti d'extrême droite à revoir sa stratégie pour 2027. Dans le même esprit, l'incarcération de Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs dans le cadre du financement libyen constitue un précédent historique. Un ancien président purgeant une peine ferme, preuve que la République sait sanctionner même ses plus hauts responsables. Ces jugements ne fragilisent pas l'état de droit, ils le renforcent. Malgré les pressions extérieures et les tentatives d'influence, la justice française a démontré son indépendance et son rôle essentiel dans la préservation de nos institutions. Dans ce marasme politique, c'est encore long, hein, dans ce marasme politique et démocratique, dans cette violence sociale sans précédent, dans ce tourbillon de médiocrité qui nous entraîne sans faillir dans les bras de l'extrême droite, je le dis sans chauvinisme partisan, nos élus communistes à l'Assemblée nationale et au Sénat ont tenu bon. Ils se sont montrés pertinents dans leurs interventions, respectueux du processus démocratique, responsables dans leurs propositions et fidèles aux valeurs sociales et humaines qui caractérisent notre parti. On peut citer notamment des positions fermes contre la réforme des retraites, de très nombreux amendements sur le logement, les transports, l'énergie et l'urbanisme, une proposition de loi alternative au budget 2025, taxation des transactions financières, lutte contre l'évasion fiscale, abrogation de la réforme des retraites, indexation des salaires et des pensions, SMIC à 1600 € net, taxation de très haut patrimoine, hausse du point d'indice des fonctionnaires, plus 10%, rétablissement de l'impôt sur les sociétés. Ça, c'était dans le projet de loi alternatif. Il y a eu des propositions formalisées sur la réindustrialisation du pays et l'organisation autour des pôles publics nationaux, la dénonciation de la tarification à l'acte dans la santé, la loi sur la prise en charge de l'intégralité des soins du cancer du sein, des travaux sur la transparence et la lutte contre les cabinets de conseil, de nombreuses interventions sur la loi de fin de vie, entre autres soins palliatifs et aide à mourir, une proposition de loi pour ramener la TVA sur l'énergie à 5,5, pardon, oui c'est ça, sur la TVA d'énergie à 5,5, une proposition de loi pour faire rentrer la sécurité sociale dans la Constitution, les travaux en commission sénatoriale sur des aides d'État aux entreprises, 211 milliards, je vous en ai parlé déjà. Et bon, c'est ce que j'ai noté, mais il y a encore pas mal d'autres choses. Nos élus n'ont pas manqué de faire honneur à leur mandat de représentants du peuple et se sont retroussés les manches pour travailler. Là où d'autres ont préféré la falsification de leur image, la communication via les réseaux sociaux, les effets d'annonce ou le buzz. Pour 2026, donc, je formule le souhait que beaucoup plus de nos concitoyens prennent conscience de ce travail politique remarquable, mais n'en doutant pas, ça n'arrivera pas sans notre contribution à tous, et je nous invite donc à continuer de promouvoir sans faillir les actions de nos élus auprès du plus grand nombre.
et vous avez le droit d'en être fier. Au plan international, 2025 s'est déroulé dans l'ombre des conflits. La guerre en Ukraine s'est prolongée. Au prix d'un coût humain massif, la crise de Gaza est restée au cœur des débats. Le Soudan et le Myanmar ont continué de s'enfoncer. Et l'année aura même connu un flashpoint Israël-Iran ponctué par les frappes et l'escalade de la violence. Les observatoires convergent. La violence organisée a augmenté, les mécanismes de gouvernance ont été affaiblis dans un contexte où le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a rebattu les cartes des alliances et du rôle américain dans l'ordre international. Dans ce brouillard, la séquence la plus sidérante de début 2026 est sans doute l'opération Absolute Resolve, menée par les États-Unis pour capturer le président vénézuélien et renverser le régime. Cette opération aurait pu s'appeler Drill Baby Drill, puisqu'il s'agit ouvertement de faire main basse sur les ressources souterraines du Venezuela. Cet assaut nocturne crée un précédent juridique et stratégique et constitue une violation du droit international par de nombreux observateurs, du droit international, tandis que les vautours de l'international fasciste applaudissent. Ce coup de force, en brisant les règles fondamentales du droit, menace l'équilibre mondial. Sans une réaction ferme et proportionnée de la communauté internationale, aucun pays ne pourra désormais se considérer à l'abri de l'arbitraire. Donald Trump s'apprête désormais à annexer le Groenland dans une escalade impérialiste qui n'annonce rien de bon non plus. 2025 aura été la chronique d'une militarisation accélérée, les courses aux armements se sont intensifiées, la dissuasion redevient le langage quotidien, mais on voit qu'elle atteint ses limites, et on va le voir encore plus avec l'histoire du Groenland. Les interventions extraterritoriales se banalisent, nourrissant l'insécurité mondiale. Les synthèses sécuritaires de fin d'année décrivent un monde où le nombre de conflits actifs et leur durée moyenne restent au plus haut, et où les fatalités liées aux violences politiques ont bondi. Dans ce contexte, la pression climato-écologique n'a pas reculé non plus. Sécheresse, inondations, méga-feux ont multiplié les situations d'urgence, tandis que l'agenda de la biodiversité et l'adaptation a été souvent relégué au second plan, derrière les urgences géopolitiques. 2026 ouvre une fenêtre de responsabilité qu'il sera urgent de saisir sur tous ces sujets. Pour la France, l'urgence va être double, réduire le déficit et relancer l'économie. Il y a déjà deux points qui sont assez conflictuels. Le budget doit être voté rapidement pour remplacer la loi provisoire de fin 2025, faute de quoi l'État restera bloqué, incapable de définir ses propres priorités. Défense, santé, éducation, transition écologique. C'est des priorités que moi je vous suggère, mais s'exposant à un fonctionnement par ordonnance du gouvernement. Quoi qu'il en soit, un budget de compromis tel qu'il pourrait être adopté par l'Assemblée ne servira qu'à stabiliser le déficit, sans ambition de relance. Les pistes sont pourtant connues. On en a parlé toute l'année. Échellement de la fiscalité, taxe Zuckman, taxation du capital, lutte contre la fraude fiscale, contrôle des aides aux entreprises, nationalisation des services publics et des services de première nécessité en général. Nationalisation des services publics. Là, c'est pas écrit, c'est moi qui l'ai dit en plus. Sur le plan démocratique, 2026 sera rythmé par des élections municipales les 15 et 22 mars. Le scrutin sera périlleux si la gauche aborde le premier tour désunie, là où elle peut gagner unie. La responsabilité est grande pour éviter d'offrir des mairies à la droite et au RN. Dans ce cadre, la responsabilité est partagée. Qu'on soit PS, LFI, écologiste ou communiste, il faut organiser la convergence programmatique, logement, hôpital, climat, sécurité locale, éducation, mobilité. Éviter les querelles de personnes et honorer les sortants, là où l'unité a fait ses preuves. On pourra une nouvelle fois juger de l'irresponsabilité de certaines formations politiques dans ces instants, préférant des calculs savants de sièges et de places, plutôt que la défense des intérêts citoyens. Dans ce contexte, la promesse d'ancrage municipaux solide pour 2027 risque de ne pas être honorée. Au-delà des constats et des perspectives, 2026 doit être l'année de la rupture avec les logiques mortifères du capitalisme. Ce système organise la rareté pour les uns et l'abondance pour les autres, détruit nos services publics, précarise le travail et sacrifie la planète sur l'autel du profit. Nous voulons bâtir une société où la santé, l'éducation, le climat et le pouvoir d'achat ne sont pas des barrières d'ajustement, mais des droits fondamentaux. Nous voulons protéger les plus fragiles,
Il faut reprendre le contrôle sur nos richesses, imposer la transparence et la conditionnalité des aides, taxer les profits indécents, abolir les privilèges fiscaux, mettre fin à l'impunité des multinationales. Face à la violence sociale et écologique, nous revendiquons la solidarité, la justice et la démocratie réelle. À l'échelle des communes, c'est possible. Réinvestir dans les services publics, défendre nos biens communs, organiser la transition écologique et redonner le pouvoir aux habitants. 2026 doit être l'année où nous passons de la résignation à l'action collective. Et j'ai presque fini. Il reste à peu près 10 paragraphes. Et donc, je vais en premier lieu, pour finir, remercier tous les camarades qui ont œuvré à faire fonctionner cette section pendant toute l'année 2025. Et ils ont fait du bon boulot, puisque au final, on a bâti une liste unie pour ces municipales de 2026. Et donc ça, bravo à ceux qui ont œuvré pour ça. Notre section s'est renforcée avec l'arrivée de nouveaux adhérents, et aussi et surtout la construction d'un partenariat, c'est ce que je vous disais, avec certaines composantes de la gauche en vue des élections municipales dans un premier temps. On souhaite que ce partenariat soit solide. Il nous paraît sérieux pour remettre la gauche au centre des discussions dans la ville de Brive. Je vais laisser la parole à Sophie, qui est notre tête de liste pour ces élections à Brive, juste après. Je finis, il reste 2-3 phrases. Bon, parce que comme il paraît que c'est des vœux, le but du jeu c'est pas de plomber l'ambiance, même si là, effectivement, c'est pas très joyeux. Je vais finir par vous dire qu'au nom de la section de Brive du Parti communiste, j'ai le plaisir et l'honneur, du coup, de vous adresser nos vœux de solidarité, de justice, de fraternité, de courage collectif. Que 2026 soit l'année où nous reprenons la main sur nos vies, où nous faisons reculer l'injustice sociale et la domination du capital, où nous bâtissons des communes fortes, et donc j'espère ici à Brive, et puis sur plusieurs autres communes du COS forésien et du Tour de Brive, où on a des candidats, et des communes donc fortes, solidaires, écologiques, où nous défendons un monde de paix. Ensemble, faisons de cette année celle des victoires et des conquêtes sociales. Voilà, bonne et heureuse année à tous. Vive le Parti communiste. Moi j'ai prévu un petit discours, mais vraiment petit, et plus orienté sur l'optimisme et la galette. Ça. Déjà, merci beaucoup de nous avoir invités ici pour cette galette, et je trouve que c'est vraiment une belle métaphore. Déjà qu'en arrivant, j'ai appris avec Denise comment on fait une galette encore plus chaude, encore plus chaleureuse. Tout ça, je saurais m'en souvenir. Merci pour l'expérience. Donc là, on va partager une galette. C'est vraiment un moment où on discute. Et même s'il n'y a qu'une fève, à la fin, si tout le monde a gagné, tout le monde a mangé, tout le monde est heureux, et bien en fait, on a tous gagné ensemble. Donc une galette, c'est vraiment une galette communiste. Je voudrais vous remercier parce que cette année, vous avez fait, la section communiste de Brive a fait des choix très forts, des choix assez innovants, courageux, de penser que l'union, c'était la bonne solution, qu'il fallait changer. Et ça, c'est pas facile, donc bravo à vous. Je voudrais aussi dire que l'union, ça se décrète pas. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent, mais ça se fait. Et vous avez commencé à tendre la main de manière concrète, sérieuse, et on a été de plus en plus nombreux à la saisir. Voilà, c'était pour dire que les paroles c'est bien, les actes c'est mieux. C'est comme la mixité, qui est un thème qui me tient à cœur. On dit toujours qu'il faut faire plus de mixité, que ce soit dans le genre ou dans la société. Et bien ça vient se chercher avec les dents. Parce qu'on voit par exemple qu'ici on n'est pas forcément très féminiseux. Voilà, donc bravo pour avoir allié la parole aux actes pour l'union. Je voudrais vous remercier aussi d'avoir soutenu ma candidature pour la tête de liste. C'est pas forcément évident parce qu'on n'est pas du même parti. Mais on a quand même beaucoup de choses en commun. Il y a le rouge, déjà. Mais il y a beaucoup la défense des communs. Quelque chose qui me tient énormément à cœur, que ce soit dans ce que je connais extrêmement bien, donc l'eau, l'électricité, mais de manière plus générale, pour moi je pense que la France devrait être un énorme service public. Et pourquoi? Parce que je pense que c'est le meilleur moyen d'améliorer la vie des brivistes et aussi de répondre aux nouveaux défis avec le dérèglement climatique. Pour moi, la meilleure solution, ça sera pour atténuer et s'adapter, ça sera de gérer de manière collective et publique tous ces enjeux. Voilà. J'ai perdu mon film. Et donc tout ça pour dire que là maintenant on est tous ensemble dans cette campagne, on va manger la même galette et on espère qu'on aura tous la fève à la fin. Et pour ça on a besoin de vraiment tout le monde. On a besoin de l'expérience des anciens, de l'expérience des jeunes, de gens qui savent cliquer, de gens qui ne savent pas cliquer, de gens qui aiment boiter, de gens qui aiment tracter, de gens qui aiment
répondre aux trolls sur les... pardon ? Porte-à-porter. Porte-à-porter. De gens qui aiment répondre aux trolls sur les réseaux sociaux, de gens qui se lèvent tôt, de gens qui pianotent tard. Donc on a vraiment besoin de tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on va vraiment gagner cette campagne. Et en mettant tous notre petite part, notre petit sucre sur la galette, on va y arriver. Et à la fin, la fête, ça sera pour les brévistes. Merci.